Une épouse en enfer de Solentine n'a connu que la misère dans sa vie. Née dans une famille où vivre au jour, le jour était le principal mode de vie. Ils étaient 9 enfants à leurs parents. La mère, après maints efforts, avait réussi à avoir un petit étal de fruits, au bord de la route non loin de chez eux. Le père utilisait une brouette pour transporter les marchandises de ses clients. Avec cela, ils avaient à peine de quoi se nourrir convenablement. Chaque enfant, très vite, devait se substituer, en vendeur pour les filles, et en porteur pour les garçons. Ceux-ci, pour mettre le pain sur la table, assuraient leur scolarité. Aussi depuis son bas âge, Solentine faisait de la vente à la sauvette dans les marchés. Elle était d'une beauté rare, mais elle trouvait que cela ne lui avait apporté que des problèmes. Lorsqu'elle sortait de la maison, elle adoptait un style de garçon manqué, question de ne point attirer l'attention. Et, tranquillement, elle faisait son petit bout de chemin, sans rien attendre de personne, et se contentait du peu qu'elle avait pour avancer. Sous peu, selon ses prévisions, elle allait pouvoir ouvrir un petit étal de vivres frais près de celui de sa mère. Ses ventes lui avaient permis d'amasser un petit pactole, et elle en était très fière. Un soir, après qu'elle soit rentrée de son activité, ses parents lui firent appel. Et sa mère, de lui parler d'une de ses clientes fidèles, qui était passée ce jour-là à son stand, et lui avait parlé d'une famille qui recherchait une femme pour leur frère, et tout de suite, sa mère a pensé à elle, sa fille aînée. Son père l'interrompit, et émit quelques réserves, mais qui ne fit pas long feu, car il savait jusqu'où sa femme pouvait aller, quand elle avait une idée en tête. Et sa mère de continuer, qu'elle a plus de 30 ans, elle n'avait jamais présenté, même le spectre d'un homme dans la maison. Les seuls hommes qu'on la voyait traîner avec étaient des voyous, même pas avec qui elle avait une aventure, mais à qui elle avait déjà donné des raclées. Elle n'était pas seulement respectée, elle était crainte dans tout le quartier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Solentine esquissa un léger sourire en coin, en baissant la tête. Ceci eut le don de fragiliser sa mère, et celle-ci fondit en larmes. Elle continua en disant qu'elle n'avait jamais voulu d'une vie pareille pour sa fille, ni pour sa famille. Plus grand que elle ne lui demandait pas de se sacrifier pour ses parents, ni ses frères et sœurs, mais de songer à elle, à sa vie, aux ouvertures qu'elle pourra se faire, étant là-bas, qu'ici elle n'aura jamais, puisque semblerait-il, le monsieur et sa famille seraient bougrement riches. Et elle termina en s'essuyant les yeux, disant que de toutes les façons, elle ne pouvait que lui faire la proposition, mais que c'était à elle de choisir. Et elle quitta la pièce. Solentine et son père se regardèrent avec un regard triste, le sourire avait disparu aussi vite qu'il avait apparu, car ni l'un ni l'autre ne souhaitait la voir dans cet état. Elle représentait, à elle toute seule, le pilier de leur famille. C'est le pas très lourd, qu'ils quittèrent la pièce. Elle passa toute la nuit à cogiter, à faire une prospection des bons et des mauvais côtés de cette proposition, pour elle et sa famille. À l'orée du jour, elle dut admettre que cette possibilité représentait une lueur d'espoir pour sa famille. Peut-être que ses sœurs auront la possibilité d'avoir mieux qu'un comptoir au bord de la route, ou mieux qu'une brouette au marché. Sa décision était prise, elle souhaitait devenir l'épouse du monsieur, qu'elle ne connaissait pas. Le matin venu, elle alla le dire à sa mère, qui sauta de joie. Le soir venu, quand sa mère revint de son activité, elle lui dit qu'elles étaient attendues chez le monsieur le surlendemain. À l'annonce de cette nouvelle, son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle l'avait accepté, mais elle ne semblait tout de même pas préparée. Mais elle était tout de même décidée à y mettre du sien. Avec sa mère, elle inspecta sa garde-robe, pour qu'elle ne se présente pas à eux, telle une gourgandine. Toutes deux virent à l'évidence que rien ne convenait. Elles se mirent d'accord pour aller faire quelques courses pour l'occasion le lendemain. Le lendemain, comme convenu, elles allèrent faire les emplettes. Et en profita pour se faire coiffer, un modèle digne d'une femme. À la fin de la journée, elle avait revêtu les allures, le style et la classe d'une bonne dame. Elles se rendirent donc à l'adresse indiquée. Sa mère avait mis le plus beau de ses vêtements. Et elle, l'une des tenues, dont elle avait fait l'acquisition la veille.
À leur arrivée, c'est une dame qui pouvait à peu près avoir l'âge de Solentine, qui leur ouvrit la porte. Elle avait des yeux froids et un visage strict. Elle les guida dans la salle de séjour et leur prévint qu'elle allait chercher le reste de la famille. Quand elle eut quitté la salle, Solentine et sa mère se jetèrent un coup d'œil qui traduisait leur étonnement sur cet accueil, vide de chaleur. 30 minutes plus tard, une vieille dame en fauteuil roulant entra poussée par une infirmière. Une autre dame et la même dame d'à l'instant les rejoint dans la pièce. Après que toutes se soient installées et que l'infirmière ait quitté la salle, la vieille dame firent les présentations. Elles étaient la mère et les sœurs du préposé, respectivement petite et grande sœur. On l'invita elle aussi à se présenter, ce qu'elles firent. Puis vint les questions-réponses, puis des études de cas. Elle se prêta au jeu, elle fit l'effort de répondre, avec le moins d'honnêteté possible, si bien qu'à certaines de ses réponses, sa mère lui jetait très discrètement des coups d'œil étonnés. Tellement elle connaissait l'élément. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Quand enfin elles eurent terminé leur investigation, la plus vieille prit la parole. Elle parla de son fils, et dit qu'il était à son 4e mariage, était dans la quarantaine, et s'appelait Martin, avait fait de longues études, qu'il avait toujours tout donné pour que ses unions aillent bon train, mais hélas à chaque fois, il tombait sur la mauvaise. Et elle voulait croire que, cette fois elle sera la bonne. Solentine savait de son expérience dans la rue que, tant que les lions n'ont pas leur propre historien, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Pour dire que aucune des ex-femmes n'était là, pour donner leur version de fait, donc, elle commença à se méfier de la vieille dame, et prit tout ce qu'elle disait avec pincette. Toutes de suite, toutes les trois donnèrent leur accord, au grand étonnement de Solentine et de sa mère. Tout se passait devant elles, comme si, c'est de leur avis, que dépendait le mariage du monsieur. Elles garantirent que le monsieur lui passera un coup de fil pour qu'il fasse mieux connaissance. Et c'est sur ces mots qu'elles prirent congé. Solentine et sa mère, pendant tout le trajet de retour, aucune ne dit mot. Toutes deux étaient plongées dans leurs pensées. À la mine de sa mère, Solentine comprenait bien que celle-ci n'était plus aussi enthousiasmée à l'idée de ce mariage-là. Quand elles arrivèrent à l'entrée de la maison, sa mère lui dit qu'à bien réfléchir ce mariage était une très mauvaise idée de sa part. Elle ne le sentait pas, que cette famille-là ne semblait pas bien. Et Solentine de dire qu'elle le savait, mais que cela ne l'empêchera pas de se marier avec le monsieur. Que pour elle, c'était un échange de services, lui il voulait une épouse, et elle voulait l'opportunité de changer leur vie. Le reste lui importait peu. Plus grand que... Cette tirade glaça sa mère sur place, et elle resta immobile pendant quelques minutes, alors que Solentine était entrée et avait gagné la chambre qu'elle partageait avec ses frères et sœurs. Ils habitaient dans une petite maison, avec 2 minuscules chambres, où la nuit quand il fallait dormir chacun se positionnait, comme il pouvait et veillait à bouger le moins possible pour ne pas indisposer les autres. Pendant qu'elle se changeait, derrière le rideau qu'ils avaient installé à cet effet, elle se félicita une fois de plus pour cette décision. Les choses ne pourront qu'aller mieux pour eux. Quelques instants après, elle fut appelée par son père, qui lui dit d'emblée qu'il ne voulait pas de ce mariage. Solentine sourit, et comprit que seule, sa mère pouvait être l'auteur de ce revirement brusque. Son père lui présenta tous les mauvais côtés de cette situation, qu'il pouvait exister, et pendant qu'il le faisait, sa mère entra en mettant plus de conviction au dire du père. Quand ils eurent fini, à Solentine de leur dire qu'elle était très consciente de la véracité de leur dire, et qu'elle promettait que si jamais elle n'arrivait pas à tenir dans ce mariage, elle rentrerait à la maison. Elle n'avait pas de problème à recommencer, mais qu'elle souhaitait tout de même essayer. Son père resta silencieux quelques instants, puis donna son accord, tout en précisant que sa porte lui sera toujours ouverte. Sa maman, elle par contre haussa juste les épaules. La séance fut interrompue par le téléphone de Solentine qui sonna, c'était Martin. Elle se déplaça hors de la vue de ses parents, pour discuter avec lui. Après les salutations et présentations d'usage, il souhaitait qu'ils se rencontrent dans un restaurant.
et Solentine, de refuser en lui disant que de toutes les façons, elle voulait déjà l'épouser, et elle savait qu'en juger par son entretien, avec sa mère et ses sœurs, c'était leur avis qui comptait le plus. Le mieux c'était de gagner en temps, et de passer à l'essentiel. Quand elle eut fini de parler, elle entendit un long silence de l'autre côté du bout du fil. On sentait de la stupéfaction et une carence de mots. Il se reprit et dit qu'il voyait qu'elle était une personne directe, et qui savait lire entre les lignes, et qu'il aimait ça. Qu'il s'arrangerait avec sa famille, pour prendre les dispositions, pour que très vite les choses s'officialisent. C'est sur ce ton qu'ils se séparèrent. Elle entendit tout de suite la voix de sa mère, qui l'avait apparemment suivie dehors, et avait écouté sa réponse. Qui lui dit : « Mais pourquoi avoir refusé de le rencontrer ?» Et Solentine de dire : « À quoi m'aurait servi de le rencontrer, ma décision est déjà prise, et de plus toute la logistique que nécessiterait cette sortie pour moi est inutile. » Et elle alla vaquer à ses occupations. Les choses allèrent très vite, et 2 mois après, elle était installée chez elle. La situation était telle qu'elle devait habiter, avec son mari et sa belle-mère dans la maison, ses 2 belles-sœurs habitaient elles, dans leur maison familiale non loin de là. Et son mari gérait la succession en entreprise de leur défunt père. Elle prit les 2 premières semaines, à observer la nature profonde de tout un chacun. Très vite elle comprit qu'elle avait vu juste, et que son mari était un garçon princesse, sans personnalité et complexé. Il suivait les décisions de sa mère et de ses sœurs au doigt, et à l'œil. À son arrivée dans la maison, il y avait tout un staff de personnel de maison, mais une semaine après, presque tout le personnel avait été licencié pas par elle, mais par sa belle-mère, en utilisant le biais de son fils. Sous prétexte qu'elle semblait s'ennuyer dans la maison. Cela ne la dérangea pas tant que ça. Sauf que l'argent de la popote, de la gestion même de la maison, passait aussi par sa belle-mère, du coup il fallait passer par elle pour tout besoin, et c'était à partir de là, que le bas blessait un peu. Après avoir passé 1 mois, elle se sentait déjà asphyxiée par leur comportement, ses belles-sœurs venaient tous les jours, et épiaient ses faits et gestes, si c'était seulement ça, elle aurait pu ne pas en faire cas, mais en plus de cela, elle ne cessait de lui lancer des piques. Soulignant la précarité de sa famille, critiquant ou rabaissant le moindre de ses actions, trouvait à redire sur chacun des repas qu'elle cuisinait, mais chaque jour, revenait toujours pour en avoir. Même son niveau scolaire était une tare d'après elle. Elles avaient droit à une enveloppe, chaque semaine pour leurs besoins de la part de leurs frères. Donc elle pouvait bien comprendre qu'elle aussi en avait besoin. La belle-mère non plus n'était pas de reste, en plus qu'elle faisait vivre un vrai cauchemar à l'infirmière, qui veillait sur elle tous les jours, elle se permettait aussi de rouspéter autant qu'elle le pouvait. À croire que la critique était leur moyen de communication. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Ce matin-là, elle prit sur elle d'en parler directement avec sa belle-mère, car en parler avec le mari ne servait à rien, il allait d'abord aller demander le consentement de sa mère, avant de répondre quoi que ce soit, autant mieux gagner en temps, se dit-elle. Elle lui exposa la situation, et lui fit part de son souhait de voir que les choses évoluent de son côté. Plus grand que... Et qu'au cas où la belle-mère ne désirait pas remédier à la situation, elle était prête à se donner à faire, pour au moins avoir de quoi assurer ses besoins, sans avoir à mendier, ou à se justifier. Elle avait pris soin d'utiliser les mots avec beaucoup de diplomatie, et avait veillé à y mettre le respect dû à son rang. Mais cela n'empêcha rien, et tout alla en vrille. La belle-mère entra dans une colère noire, et la rappela qu'elle n'avait même pas où dormir, et elle se permet de venir lui dire les choses pareilles, qu'elle était d'une ingratitude sans nulle autre pareille, sachant d'où elle sort. Elle devait s'estimer heureuse, qu'elle puisse manger à sa faim, et avoir un vrai toit sur la tête. Leur lécher même le pied, car ils sont venus la sauver d'une mort certaine de misère et pauvreté. Qu'elle n'était qu'une croqueuse de biens, qu'elle n'aura rien. Elle partira, comme elle est venue, avec sa petite valise. Et que, si elle continuait comme ça, cela se passerait, bien plus tôt qu'elle ne le pense. Estomaquée, par respect et ne souhaitant pas lui servir une parole déplacée, elle préféra quitter la pièce. Cela apparemment eut le don d'empirer la situation.
Elle l'entendit parler au téléphone avec son fils, qui apparut lui aussi, ne cessait d'encenser sa colère. Quand elle eut fini, avec son fils elle appela ses filles, qui n'habitaient pas loin. Et elles débarquèrent séance tenante, comme si elles n'attendaient que ça. Dès qu'elle fut à leur portée, tout de suite elle lui dit, qu'elle, pauvre parvenue, voulait se comparer à elle. Elle ne voulait pas se salir les mains, sinon elles allaient lui faire sa fête pour s'être ainsi adressées à leur mère. De ne point s'inquiéter, que très vite les pendules de son horloge se feront très vite régler. Pensant avoir assez entendu, elle alla dans sa chambre, se changea et sortit se balader, question de se changer les idées. Bien que ses belles-sœurs étaient derrière elle, pendant qu'elle s'apprêtait, elle ne jeta aucun regard en arrière, quand elle traversa le portail. Elle se dirigea machinalement vers chez ses parents, et s'arrêta à l'étal de sa mère, passa la journée avec elle. Mais ne se plaint pas, ne parla pas, de ce qu'elle vivait là-bas, car pour elle, cela ne valait pas la peine. Elle savait très bien qu'elle pouvait s'en sortir, sans inquiéter ses parents. Le soir arrivé, elle reprit le chemin de la maison. Quand elle entra au salon, tous étaient là. Son mari de lui demander d'où est-ce qu'elle venait, et elle, de répondre, de chez ses parents. Et de lui dire qu'elle trouve normal de sortir le matin, sans avoir fait la cuisine. Qu'elle souhaitait comme ça, que sa mère meure de faim. Elle souhaitait se retenir. Elle voulait vraiment se taire, mais hélas, comme de l'eau qui s'échappe d'un vase trop plein. Plus grand que... Les mots sortirent. Tu dis bien ta mère, qui a tes sœurs, ne pouvait-elle pas lui faire à manger ses sabitou? Ou ne sont-elles bonnes qu'à critiquer? La pique avait atteint sa cible. Tous la regardaient médusés, s'ils avaient su, ne serait-ce qu'une minute, comment elle avait gagné le respect des truands de sa ville, ils se seraient abstenus d'agir ainsi, pensa-t-elle. Le moment de surprise passé, Martin courut à toute vitesse lui asséner des paires de gifles. Elle le regarda faire dans les yeux, ne vacilla pas, ne dit mot. Elle entendait de loin, ses sœurs et sa mère l'encourager et lui continua. Pendant ce temps, elle comptait chaque coup qui lui assénait, chaque gifle qui lui chauffait le visage, elle écoutait et enregistrait chaque parole prononcée, elle voulait nourrir sa colère. Se sentant épuisé, il arrêta de la frapper. Mais elle était toujours debout, et le regardait droit dans les yeux. Et elle lui dit, « Tu as fini ?» Il avait effectivement fini, et il était à bout de souffle, mais il n'avait pas pu la plier. Il maugréa des paroles inaudibles, et s'en alla hors de la pièce. Un silence difficile à décrire régnait dans la salle. Elle tourna les talons, alla dans la salle de bain évaluer les dégâts. Le sang coulait dans le nez, sur lèvres, elle sentait des fissures, sur le visage et les hématomes un peu partout sur le corps. Elle esquissa un sourire, et alla se coucher. Le lendemain matin, elle se leva, s'apprêta et sortit encore. La veille, elle avait constaté qu'ils avaient commandé à manger. Il n'aurait qu'à faire pareil. Cette fois-ci, elle passa la journée assise sur un banc public, non loin de la maison. De telle en sorte qu'elle soit bien visible de ses belles sœurs, quand elles iront voir leur mère, et ainsi agrémenter leur conversation. À 1 heure, du coucher du soleil, elle vit Martin débarquer. Sans un mot, il la traîna sur le goudron, jusqu'à la maison, la jeta au sol, et la frappa copieusement, jusqu'à épuisement devant sa mère et ses sœurs. Au contrôle de son état devant le miroir comme la veille, elle avait des côtes fêlées vu l'intensité de la douleur. Les égratignures du goudron, partout sur le corps et la mâchoire déboîtée. Il l'avait salement amouchée. Elle veilla à prendre les photos de souvenirs, ou au cas où, elle flancherait quand elle voudra sévir. Elle prit son bain, et alla se coucher. Le lendemain, elle se leva très joviale et contente, car 2 fois oui, mais jamais 3 fois. Elle comprenait et ressentait la souffrance de chacune, qui était passée par cette famille. Et comprenait pourquoi elle était partie. Elle s'est levée ce matin, et s'est promis à elle-même, d'être sa dernière relation. Sa dernière victime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Elle fit le repas comme d'habitude, chacune lui lança une pique. La belle-mère lui dit sage résolution, la rébellion n'a jamais mené nulle part.
Les belles sœurs en ricanant dirent: les pendules de ton horloge ont bien été réglées. Puis elles quittèrent la maison plus tôt que d'habitude. Martin rentra le soir, avec des présents pour elle, en lui disant que sa mère lui avait dit qu'elle s'était bien comportée ce jour, et il souhaitait lui demander pardon. Après ce mot-clé, elle ne l'écoutait déjà plus, car les dés étaient lancés, et l'on ne pouvait plus revenir en arrière. Elle acquiesça et dit qu'elle le comprenait. Elle servit le repas, et il mangea pendant qu'ils discutaient ensemble, comme si rien ne s'était passé. Quand il eut fini, il sentit une grosse fatigue le gagner, et alla s'allonger. Sa belle-mère dormait, elle aussi depuis belle lurette. Dès qu'elle sentit qu'il s'était profondément endormi, elle sortit les cordes, qu'elle avait apprêtées en journée, lui noua les pieds et les mains. Lui mit un bâillon dans la bouche. Et rendit chaque coup, chaque gifle, chaque hématome. Les seules qu'elle ne réussit pas à faire étaient les traces de gravier, et aussi elle ménagea son visage. Ayant mis une bonne quantité de somnifères dans le repas, il sentait la douleur, mais n'arrivait pas à se réveiller. Il n'avait que les larmes pour s'exprimer. Elle ne s'arrêta que lorsque sa colère se fut apaisée, et elle était sûre qu'il ressentirait un aperçu de ce qu'elle avait ressenti. Le lendemain matin, elle se leva avant lui et se rendit compte qu'il avait fait ses besoins sur lui, car il avait dormi attaché. Elle alla s'asseoir sur une chaise en face de lui, et déposa devant elle le gros bâton, qui lui avait permis de faire les répliques de ses hématomes. Quand il ouvrit enfin les yeux, il la vit, avec le bâton dans les mains, la terreur se lit sur son visage. Et la sueur commença à couler, il tremblait littéralement de peur. Et Solentine de dire: je venais juste en mariage. Comme nos parents avant nous l'ont fait, je pensais avoir une vie aussi paisible que possible. Mais non, depuis que je suis arrivée dans cette maison, vous me faites voir de toutes les couleurs. À croire que les contractions n'étaient le fait que de ta maman. Et pour moi, ma mère n'a eu aucune douleur pour m'avoir. Vous êtes des enfants spéciaux. Tu comprends que cette nuit, j'aurais pu te faire pire que ce que je t'ai fait, mais là, ce n'était qu'un avertissement. Pour que tu ressentes ce que tu fais vivre aux autres. Au cas où il te viendrait encore à l'idée de répéter ton geste, rassure-toi que je ne me lève plus. Sinon cette fois-là, je ne te raterai pas. Pour ta gouverne, à 1000 kilomètres à la ronde dans la zone où je vivais, j'étais respecté et craint par tous les badauds. Cela, ce n'était pas pour mon beau minois. À partir d'aujourd'hui, l'ordre régnera de gré ou de force dans cette maison. Tu prendras ton rôle d'homme. Car je suis sûre que tu sais ce qui est juste, je te laisse donc le libre arbitre. Pour ta famille, si tu ne veux pas qu'elles reçoivent le même traitement, tiens-les en laisse, si tu les aimes. Et tiens-toi tranquille, car je n'irai nulle part. Quand elle eut fini, son visage était inondé de larmes, de morve, de sueur, les liquides se mélangeaient, dégoulinaient de partout, il avait eu la peur de sa vie apparemment. Elle le détacha, et il jura que plus jamais il ne la toucherait. Et la remercia de ne pas l'avoir envoyé 6 pieds sous terre. Et il se mit à pleurer à ses pieds. Elle resta là, quelques instants, et quitta la pièce. Elle alla vaquer à ses occupations. À sa grande surprise, toute la journée passa, sans que ses belles sœurs ne se présentent. Quand elle alla servir à manger, dans la chambre de la belle-mère, elle était rouge de colère, comme quoi, son fils avait demandé à ses sœurs de ne pas passer, pendant 2 semaines chez lui. Elle n'en revenait pas, d'un aussi grand revirement de situation. Solentine sourit, elle déposa le repas à côté de l'infirmière, et s'en alla. Bien que ses paroles continuaient, et l'accompagnaient dans le couloir, elle n'en avait cure. Elle comptait bien savourer sa première victoire. Elle eut pour la première fois une journée paisible. Le soir, quand Martin revint, il lui tendit une enveloppe pleine de billets, et s'excusa pour tout ce que lui et sa famille lui avaient fait subir. Et que cela ne se reproduirait plus. Quand il alla, dans la chambre de sa mère, de la cuisine, où elle se trouvait, elle entendait des éclats de voix, comme quoi, il avait rejeté ses appels toute la journée. Et se plaignait pour ses filles, inventa quelques méfaits, pour coller sur le dos de Solentine. Et à lui, d'interrompre sa mère, pour dire que ses sœurs, pour leur bien, devraient essayer de se construire une vie, et que Solentine était sa femme, plus vite tout le monde l'aurait compris, et mieux cela vaudrait pour tous. Et il quitta la pièce, en claquant la porte. Elle ne consommait que très rarement de l'alcool, mais ce soir-là, elle sirota un verre de vin. Le lendemain, elle fit réveiller par des éclats de voix de la belle-mère,
qui criait après l'infirmière. Après, elle entendit les bruits de valises que l'on traînait. Elle se leva en vitesse pour aller voir ce qui se passait, et elle comprit qu'elle avait remercié son infirmière. Celle-ci traversait le jardin en pleurs et en tirant ses valises. Du coup, elle entendit sa belle-mère l'appeler, elle y alla. Et celle-ci l'informa que dorénavant, c'est Solentine qui s'occuperait d'elle. Elle répondit avec un sourire qui valait 1000 mots, et haussa juste la tête. Elle commença par aller servir le petit déjeuner. Au moment de commencer à manger, Martin entra dans la chambre et tendit l'enveloppe de la popote à Solentine, qu'elle prit et enfouit dans son tablier de cuisine. Quand elle se retourna, les yeux de sa belle-mère étaient à 2 doigts de sortir de son orbite, et la salive coulait presque de sa bouche, tellement elle était médusée. Très vite elle se reprit et commença à ouvrir la bouche pour recevoir la première bouchée. À peine elle eut goûté, qu'elle leva la main pour gifler Solentine. Ne l'ayant pas vue venir, elle la reçut en plein visage. Par réflexe, le coup partit sans qu'elle n'ait pu le retenir. Elle l'avait rendu la gifle, sans même mesurer l'intensité. Sa belle-mère resta la choquée, la main sur la joue, et les larmes commencèrent à couler sur son visage. À cet instant, Solentine s'en voulut beaucoup, car le coup était parti tout seul. Mais elle lui dit quand même: « Je vous saurai gré de ne plus jamais reproduire ce geste. Puisque vous avez autant de force dans la main, je pense que dorénavant, vous allez devoir prendre votre repas toute seule. » Elle tourna les talons, avec un pincement au cœur. Car elle ne l'avait vraiment pas vue venir celle-là. Même pas 1 heure après, elle vit débouler ses filles. Elles se jetèrent sur elle. Avec elle, Solentine s'en donna à cœur joie, et les bastonna copieusement, au point où, n'en pouvant plus, elles prirent la fuite à toutes jambes. Pendant que cela avait lieu, on entendait leur mère crier de la chambre: « Au secours, à l'aide, la sorcière veut tuer mes enfants. » Quand ses belles sœurs eurent quitté la concession, et que le calme fut revenu, Solentine alla continuer à vaquer à ses occupations. Pour la première fois, elle avait le pressentiment qu'à présent chacun restera à sa place. À midi, quand elle alla déposer le plateau repas, on lisait encore la peur sur le visage de la belle-mère. Elle ne dit mot, et s'en alla. Le soir aussi elle fit pareil. Quand Martin rentra, il ne fit aucun commentaire. Et quand sa mère voulut ouvrir le sujet, il lui dit à haute et intelligible voix qu'il leur avait prévenu de la laisser tranquille, et il tourna les talons pour aller s'endormir. À compter de ce jour, tout se passa dans le respect, l'ordre commença à régner dans la maison à tous les niveaux. La belle-mère avait repris son infirmière, et ne lui criait plus dessus, au contraire, on croyait même entendre des éclats de rire, qui provenaient de sa chambre. Les belles sœurs, petit à petit, ont appris à prendre plus de responsabilités, au point de récupérer leur mère pour en prendre soin chez elles. Et avant de sortir un mot de leur bouche, elles veillaient à tourner leur langue 7 fois. Car les pendules de leurs horloges avaient été réglées. Sous l'ordre de Solentine, tout personnel qui avait été remercié à son arrivée avait vite fait de reprendre leurs fonctions. Solentine, elle se mit à une formation, peu à peu trouva sa voie, et put changer le train de vie de ses frères, sœurs et parents. Son mariage avec Martin ne dura pas long feu. Mais ayant été traumatisée par Solentine, plus aucune femme n'avait été approchée par eux, de crainte de rencontrer une autre folle alliée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les nouvelles publications. Merci. Plus grand que